Mais vous ne vous contentez pas de ne rien faire. Vos discours et politiques produisent et alimentent l'islamophobie et donc le racisme dans son ensemble. Soutien aux arrêtés innombrables anti-Burkini et interdiction de l'abaya. Adoption d'une loi sur le séparatisme critiquée par la CNCDH et toutes les organisations de défense des droits humains. Proposition de loi LR, vos alliés, visant des accompagnatrices scolaires qui portent un voile. Votre propre soutien et celui de votre gouvernement à la proposition de loi qui vise les sportives musulmanes portant un voile. On ne respire plus. Même le sport, on ne peut plus le faire. Témoigne ainsi Asma, une jeune volleyeuse auprès d'Amnesty International. Contrairement à vous, nous luttons contre les racismes sous toutes ses formes. Madame la ministre, je ne suis pas sûr qu'il y avait une question, mais je vous laisse réagir, on va dire ça comme ça. Ma boussole républicaine, c'est pas vous qui allez me la dicter. Ma boussole républicaine, je ne la prends pas, évidemment, du côté de la France insoumise. Parce que vous n'avez aucune boussole républicaine. Vous n'avez malheureusement plus aucune boussole républicaine. Parce que quand on fait le lit de l'antisémitisme dans notre pays, on ne peut en aucun cas donner des leçons de républicanisme à quiconque dans cet hémicycle et à quiconque en dehors de cet hémicycle. Parce que malheureusement, dans les actes antireligieux, Madame la députée, 62% de ces actes antireligieux concernent les Français qui sont des Français juifs qui représentent moins de 1% de la population. Cette surreprésentation des Français juifs dans les actes antireligieux devrait collectivement nous interpeller et devrait collectivement vous interpeller par rapport aux propos qui sont les vôtres et qui sèment de manière systématique la division et la haine et qui attisent la haine antisémite. Et je n'ai pas de leçon républicaine à recevoir pour une raison simple, Madame la députée, c'est que moi, Madame la députée, je ne hiérarchise pas les haines et je sais combattre dans le même mouvement le racisme, l'antisémitisme, toutes les discriminations et toutes les haines. Je sais. Chut. Non mais attendez, mesdames les députés, là. Vous avez posé votre question, la ministre vous répond. Je vous demande de l'écouter avec le respect qu'elle vous a donné lors de... Non mais Madame Obono, s'il vous plaît, c'est pas la peine de hurler. Madame la ministre, terminez. Madame Obono, désolé, taisez-vous. Merci Monsieur le Président. Je crois que le gouvernement est libre dans ses réponses comme les députés sont libres dans leurs questions. Et donc, j'ai le droit de vous répondre comme j'entends vous répondre par rapport aux propos et aux provocations qui sont les vôtres de manière systématique. Parce que quand, dans une mobilisation et dans une manifestation qui devrait être une mobilisation contre le racisme, on accepte de défiler bras dessus, bras dessous avec des gens qui ont été condamnés parce qu'ils avaient notamment participé à une tentative d'assassinat contre un rabbin, on n'a pas de leçon de républicanisme à donner à qui conquisté. Monsieur Idir Boumerti. Merci, Monsieur le Président. Collègues, décidément, Madame la Ministre, vous avez décidé de faire à chaque passage en hémicycle des sorties de route vis-à-vis de la France insoumise. Ça devient scandaleux. 39% des personnes musulmanes en France déclarent être victimes d'actes islamophobes. Mais au-delà des chiffres, ce racisme est une réalité bien connue, un poison qui gangrène notre société et s'immisce dans tous les aspects de la vie des personnes concernées. Être musulman en France aujourd'hui, c'est faire face aux soupçons, aux amalgames et aux attaques médiatiques permanentes. Combien de polémiques absurdes et indignes avons-nous vu jusqu'à accuser le Ramadan d'être la cause d'une pénurie d'œufs? Pire encore, certains discours portés parfois par des ministres eux-mêmes nourrissent une fracture qui pourrait mener à des conséquences dramatiques. Les attaques à l'encontre des lieux de culte se multiplient et les musulmans deviennent des boucs émissaires faciles, systématiquement exposés à des insultes, des discriminations dans l'accès au logement et à l'emploi, voire même à des agressions physiques. Cette situation est dangereuse pour l'unité nationale et la paix sociale. C'est pourquoi j'ai proposé la création d'une commission d'enquête parlementaire pour établir les faits, mesurer l'ampleur et les conséquences de l'islamophobie en France, analyser le rôle des médias, des réseaux sociaux et des discours politiques. Ma question, allez-vous donc inscrire cette proposition à l'ordre du jour et prendre vos responsabilités pour que nos compatriotes musulmans, comme tous les autres citoyens, soient enfin protégés contre la haine et la discrimination? C'est pas moi qui opère des sorties de route, c'est LFI qui opère malheureusement des sorties de route qui sont systématiques. Et c'est mon rôle de ministre en charge de la lutte contre l'antisémitisme de rappeler à l'ordre à chaque fois qu'il y a besoin de rappeler à l'ordre. Parce que quand dans les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, il dit par exemple qu'il faut couper les cheveux en quatre pour en faire des édredons, il n'y a aucune autre référence possible que celle d'Auschwitz. Aucune autre référence possible que celle-ci. Et je vous assure que les Français de confession juive ont très clairement et très
est bien entendu la référence qui a été faite. En revanche, monsieur le député, pour votre question, c'est vous qui êtes député et vous devriez savoir en tant que député qu'une commission d'enquête, ce n'est pas le gouvernement qui en décide. Une commission d'enquête, monsieur le député, c'est un droit de tirage de votre groupe. Donc si votre groupe considère que c'est prioritaire, alors votre groupe l'inscrira. Ou alors, ça veut dire que vous avez juste essayé de saisir une tribune et vous choisirez d'inscrire une autre commission d'enquête. Mais ça n'est jamais le gouvernement qui décide de l'inscription d'une commission d'enquête. Je vous invite à prendre un peu plus au sérieux votre travail parlementaire. Bien, monsieur. En 2011, déjà, les présidents du CRIF et de la LICRA écrivaient que le musulman d'aujourd'hui a pris la place tenue par le juif, l'arabe ou l'immigré d'hier dans les discours frontistes. Nous ne nous y trompons pas, ceux qui parlent de l'islamisation de la France sont guidés par la même obsession xénophobe que ceux qui dénonçaient la judaïsation de notre pays dans les années 30. Nous avons entendu les pires horreurs dans les déclarations de cet après-midi, venant particulièrement de l'extrême droite, qui a hurlé sa haine du musulman. Tout y est passé dans un amalgame indigeste et dangereux et au Roland de guerre de religion. On y a ainsi entendu le concept de rente électorale, d'électorat musulman. On y a même entendu que l'islamophobie n'existait pas pour des raisons de sémantique. Or, la première utilisation du terme islamophobie date de 1910 au ministère des colonies. Et on y disait déjà, il y a toujours eu, et il y a encore un préjugé contre l'islam répandu chez les peuples de civilisation occidentale et chrétienne. C'est bien notre ministère des colonies qui a utilisé ce terme. Alors, Marine Le Pen et ses soutiens proposent ainsi de bannir le port du voile dans l'espace public, à l'université, en sortie scolaire. Et pendant ce temps-là, par qui est-elle reprise? Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur de votre gouvernement. Je n'ai qu'une seule question. Combien de temps allez-vous laisser l'extrême droite vous dicter son agenda islamophobe? Personne ne dicte au gouvernement son agenda, si ce n'est les Français. Les Français attendent de nous du rassemblement, et les Français attendent de nous de la fermeté. Et de la fermeté à la fois sur la lutte contre toutes les formes de haine et de discrimination, et de la fermeté et le refus de toute complaisance vis-à-vis de l'entrisme islamiste. Et je ne confonds pas, moi, islam et islamiste. Ceux qui font ce parallèle, ceux qui essayent d'amalgamer ces sujets, le font malheureusement de part et d'autre de cet hémicycle. Et je pense que c'est ça le danger qui est celui de la division. Et nous devons réaffirmer fermement cette ligne républicaine, la lutte contre toutes les formes de haine et de discrimination, et dans le même mouvement, la lutte contre le prosélytisme religieux, contre l'entrisme islamiste, parce que l'entrisme islamiste est le pire ennemi de nos compatriotes musulmans qui, eux, aspirent à vivre dans les lois de la République et le font déjà. Le ministre de l'Intérieur a refusé, rompant une forme de tradition, de se rendre à l'iftar de la Grande Mosquée de Paris, ce qui a pu être interprété comme une forme de défiance, ou en tout cas indiquer que la religion musulmane ne ferait pas partie d'un interlocuteur pour le ministre de l'Intérieur, qui, je le rappelle, est également ministre des cultes. Il se trouve que moi, je me suis rendu localement dans le Val d'Oise à l'iftar organisé par le Conseil des institutions musulmanes du Val d'Oise, où étaient présents des représentants de la religion juive, des représentants de la religion catholique, des représentants protestants, étaient présents des maires, la présidente du département LR et même monsieur le préfet du Val d'Oise, le représentant de l'État, qui à cette occasion a fait un discours extrêmement fort, expliquant qu'il n'y avait pas de lien, il ne devait pas y avoir de mélange entre le monde politique et le monde religieux, que le religieux ne devait pas se mêler de politique, mais que le politique ne devait pas se mêler de religion, mais devait entretenir des relations continuelles pour entretenir la fraternité. Et je dois bien vous dire que les repas et les échanges à ce temps qui n'est pas un temps religieux, mais qui suit un temps religieux, bien sûr que non, qui suit un temps religieux. Monsieur, le marché de Noël, est-ce que c'est un moment religieux ou c'est pas un moment religieux? Eh ben, l'iftar, c'est un moment convivial qui suit un temps religieux, et c'est un moment où on peut avoir un discours interreligieux entre les institutions. Et voilà. Et je voulais savoir, Madame la Ministre, si cette décision soudaine du ministre de l'Intérieur allait faire jurisprudence, ou si c'était un incident simplement de l'année 2025. La question du voile, en fait, la question, elle n'est pas la question du voile, elle est la question des signes religieux ostensibles. Et moi, je parle en permanence des questions des signes religieux ostensibles. Parce qu'en effet, quand on ramène uniquement à cette question, on donne le sentiment de stigmatiser uniquement une catégorie de Français. Je pense qu'il faut évidemment éviter cet écueil-là. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, qui a été amendée d'ailleurs par le gouvernement et qui a été adoptée très largement au Sénat. C'est cette proposition de loi qui est soutenue par le gouvernement, c'est-à-dire l'interdiction non pas juste du voile, mais de l'ensemble des signes religieux ostensibles sur les terrains de sport, dans les compétitions départementales, régionales et nationales. Le débat, il aura lieu
ici, il aura lieu à l'Assemblée nationale, puisque évidemment cette loi elle sera inscrite par le gouvernement. C'est l'engagement que nous avons pris à l'Assemblée nationale. Et après, ce seront vous, les députés, vous serez souverains sur le fait d'adopter, d'amender ou de ne pas adopter cette proposition de loi.